Bonjour Elodie, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Je te remercie de donner de ton temps pour cette interview et je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Bah, écoute, c'est moi qui te remercie, mon cher Vincent. Je suis honorée de participer et de partager ce moment avec toi. Je crois qu'on va partager un bon moment et de très belles choses. Alors, merci à toi de ton invitation. Merci. Le but de cet entretien est de faire plus ample connaissance avec toi, Mhm. de voir un peu les charges émotionnelles que tu as pu vivre et pouvoir faire peut-être un focus sur la manière dont tu as pu gérer ces charges émotionnelles, ces stress, ces émotions peut-être inconfortables tout au long de ton parcours. Voilà, en gros, le fil conducteur. Je vais te présenter. Donc, tu es coach, formatrice, auteur, conférencielle. Tu es provocatrice d'action pour le succès des entrepreneurs. Mhm. Tu es fondatrice d'un mouvement, des Wonder Business Women. Mhm. Tu collabores avec Martin Latulippe dans l'Académie Zéro Limite. Mhm. Euh, Tu es intervenante à l'Institut de l'engagement, je crois, à la faculté d'Aix-Marseille. Oui. Tu as partagé la scène avec pas mal de personnes que j'ai interviewées, et dont un que j'aimerais aussi interviewer, qui n'est pas encore parmi. Tu dois te douter qui c'est. C'est Oui. Martin Latulippe, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc, tu as partagé la scène avec Paul Pironnet, Martin Latulippe, Laura Massy, Didier Ginalor et bien d'autres personnes encore. Mhm. Euh, on dit que tu as un discours authentique, parfois décapant, mais toujours bienveillant. Hmm. Ben oui. Qui a dit ça? Je me demande bien. Je ne sais pas. Oui, c'est Tu es vrai, j'aime ça. passionné. C'est vrai. Tu es Je- passionné de l'être humain. Tu aimes l'authenticité. Et tu as dit avoir passé une grande partie de ta vie dans l'ombre des autres, à Mhm. croire que tu étais toujours un peu trop ou pas assez, et ne pas oser être et assumer qui tu étais vraiment au fond de toi. Exactement. Et que le jour où tu as osé t'affirmer et dépasser tes propres limites, alors là, tu as pu te bâtir la vie que tu désirais et que tu rêvais. Tout à fait, c'est exactement ça. Tu as super bien résumé mon parcours de vie qui a été, comme tout le monde, hein, semé d'embûches, semé de diverses émotions pas toujours très sympas. Mais c'est vrai que ça fait partie de mon parcours aussi et de ce qui m'a fait switcher en fait, de reprendre la connexion avec moi-même, si tu veux. Mm. Repartir de zéro, me reconnecter à moi, savoir où est-ce que je voulais aller, qui je voulais devenir, qu'est-ce que je voulais vraiment être. Et, euh, et à partir de là, ça change vraiment toute une vie, quels que soient les traumas. Tu sais, on les vit pas, enfin, les parcours un peu chaotiques, on les vit pas tous de la même façon. Certains vont les prendre avec beaucoup de douleur et d'autres avec beaucoup de retenue, beaucoup de distance, etc. C'est très particulier. Chacun a sa vision de la douleur, de la souffrance, du traumatisme, etc. Mais en tout cas, ceux que j'ai vécu moi ont été, dans ma perception, extrêmement compliqués à gérer parce que je ne savais pas comment les gérer. Mm. Donc, c'est important au même titre que la douleur, bah, de savoir les gérer, ces émotions-là, pour savoir ce qu'on en fait, où Complètement. est-ce qu'on s'en va avec. C'est plutôt ton expertise à toi. Donc, je pense que tu me comprends et que ta communauté qui t'écoute aujourd'hui te comprend Je aussi. comprends aussi. Complètement. On peut te retrouver, je crois, si tu as une page Facebook, on peut te retrouver tu as un site aussi qui est choisirdereussir.com et sur YouTube aussi, peut-être. Alors, sur YouTube, alors ça, c'est semblant. Sur YouTube, D'accord. oublions, Ok. non, je ne travaille pas sur YouTube. Vous pouvez aller Facebook, voir ma chaîne, hein, vous pouvez aller me voir. Mais alors, il n'y a aucune activité. Je n'ai pas encore déployé cette partie d'accord. de communication par rapport à mon activité. Je travaille beaucoup sur Instagram et sur Facebook D'accord. et aussi beaucoup sur mon site Internet. Ok. Très bien. La première chose que je vais te poser, c'est est-ce que tu peux me raconter en quelques phrases les différentes étapes importantes que tu as dû franchir pour arriver là où tu es aujourd'hui? Parce que je crois que tu as un parcours qui est riche avec de multiples expériences professionnelles,
jusqu'à ce que tu trouves enfin ce que tu voulais être. Mhm. Donc, tu veux que je te résume mon parcours professionnel En petit peu, en quelques mots? en quelques... Alors, très, très étrangement, j'ai commencé mon activité professionnelle très jeune, après le bac, etc., dans une société d'audit, de consultation en entreprise. Un travail que j'ai profondément détesté parce qu'on m'avait mis au téléphone en tant que téléprospectrice. Imagine-toi juste moi. Donc, j'avais 20 ans, j'avais besoin de trouver un travail, de gagner de l'argent. J'ai accepté, j'ai détesté. Jusqu'au jour où, dans cette entreprise-là, le consultant de l'entreprise n'ayant pas le permis de conduire m'a demandé de l'accompagner à l'extérieur de ma région, donc sur la ville de Sète. Et là, j'ai découvert ce que j'aurais jamais imaginé découvrir, l'entrepreneuriat, le cœur de l'entrepreneuriat, les problématiques de l'entrepreneur, des trucs qui se voyaient gros comme le nez au milieu de la figure, mais que lui ne voyait pas. Et là, j'ai dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est intéressant. Et j'en suis restée là. Mm. Mais j'ai toujours gardé dans un petit tiroir de ma tête cette image de qu'on pouvait faire un truc avec les entrepreneurs, en tout cas les aider. Terminé, j'arrête cette entreprise-là. Je décide de refaire ma vie professionnelle. Premier switch dans le milieu médical. Ma famille est quasiment toute dans le milieu paramédical. Je sens que j'ai de l'aide à apporter. Je ne sais pas de quelle façon. Je pense que l'aspect hospitalier, en tout cas le milieu médical, est celui qui me convient. Ça connecte bien, tu vois. Je me dis, mais en fait, c'est ça, ma vie, elle est là, devenir infirmière. Donc, je fais des études pour ça. Je deviens diplômée d'État dans 4 ans après, puisque c'est la longueur des études. Et tout de suite, je trouve un travail très près de chez moi et on me propose un poste dans un bloc opératoire. Donc, un peu choquant quand même pour quelqu'un qui démarre dans l'activité. C'est un peu surprenant quand même, mais bon, je prends parce que j'adore l'adrénaline, j'adore quand ça bouge, ça fait que je ne m'ennuie pas. Donc, vachement bien, je prends ce poste d'infirmière. Ça se passe super bien, j'adore mon métier, j'adore les gens. Pour moi, le contact avec les patients, c'est juste phénoménal ce qu'ils m'apportent comme richesse, que je peux leur apporter en retour. Enfin, c'est juste merveilleux. Jusqu'au jour où on me propose, un peu à mon insu, c'est-à-dire on me propose pas. On m'impose en me disant qu'on m'a proposé un poste en tant que responsable de bloc opératoire. Je dis oui, à condition que ça ne dure pas longtemps, parce que je sais à quoi je m'attends derrière, je sais ce qui m'attend. Donc, je dis oui, le temps qu'il trouve quelqu'un de fixe. Mm. Le truc, c'est que les postes à responsabilité, j'adore ça. Je me retrouve dans un univers encore plus énorme, avec 22 chirurgiens, avec du personnel à gérer, avec des interventions de dingue. Enfin, je kiffe ce que je fais. Et un jour, tu parlais donc d'émotions, de parcours de vie chaotique, tu parlais de situations compliquées. Et un jour, pour te la faire très brève, une patiente qu'on reçoit, l'intervention se passe mal, la patiente décède le lendemain et le chirurgien m'accuse d'être la responsable du décès de cette patiente. Et là, d'un métier que, franchement, pour qui j'aurais tout donné, pour lequel j'aurais vraiment tout donné, toutes les blessures de la planète, je me les prends en pleine face, trahison, injustice, tout ce que tu veux. Et là, ma vie se termine là. C'est-à-dire que je me retrouve en une journée, moi qui étais arrivée la veille avec la banane, avec voilà, tout plein de belles intentions. Je me retrouve le lendemain assaillie de tous les services administratifs, la DAS, la DRAS, la DIS, la DRI, tous les services administratifs et la police, évidemment, puisqu'une enquête est ouverte, où ils essaient de trouver en fait, qui est le responsable du décès de cette patiente. Et le chirurgien qui est en face de moi, la bouche en cœur, me montre en disant que c'est elle, parce qu'elle n'a pas suivi ce que je lui ai dit, parce qu'elle n'a pas suivi les règles d'hygiène du bloc opératoire, etc. Et évidemment, face à une direction où il n'y a que des grands bonhommes et une petite nana de 30 balais à qui on dit ça, alors que, c'est-à-dire c'était pire qu'une douche froide, je ne m'attendais pas du tout à une telle accusation, mais pas du tout.
Donc ben là, c'est en fait la police qui vient vers moi, qui commence à me questionner. Je me retrouve coupable en fait, hein, alors que je n'ai pas assisté à l'intervention. Hein. J'ai oublié de le dire. Hein. Je n'étais même pas présente. Mais je me retrouve la coupable idéale. Il fallait trouver quelqu'un, c'était moi. Voilà, ça a duré une journée où on m'a bien fait comprendre que ben, je n'allais pas rentrer chez moi ce soir, qu'il fallait aller au commissariat, que j'allais être, comment on dit, mise en examen, un truc comme ça. Et là, tu vois, en quelques minutes, en quelques fractions de secondes, dans ton cerveau, il se passe un truc. C'est qu'il y a tout qui se fracture. Ta vie d'avant, en 3 secondes, tu l'oublies et tu pars dans une espèce de méandre, de marécage que tu ne connais pas. Tu peux t'attendre à tout dans ta vie sauf à ce genre de truc. Surtout quand tu ne l'as pas provoqué et que tu n'en fais pas partie. L'accusation à tort, je crois que c'est la pire des choses qui puissent exister. Et donc, je passe une journée complète à me battre, à montrer que je n'étais pas là, à montrer que j'avais des preuves qui montraient bien que ce n'était pas moi. Je vais te passer les détails de cette intervention. Mais en fait, que je n'étais pas ni coupable ni responsable et que j'avais les preuves de la culpabilité de celui qui avait créé le décès. Donc, un des policiers m'a cru, m'a écouté, m'a entendu. Et du coup, c'est grâce à ce monsieur que je vénérerai toute ma vie que j'ai pu rentrer chez moi le soir. Le problème, c'est que une fois que ce genre de situation t'arrive, tu peux rentrer chez toi le soir, tu rentres plus la même. C'est fini. Et moi, il y a un truc qui s'est vraiment fracturé en moi. C'est-à-dire que dès que j'ai fermé la porte de chez moi, j'ai fermé les verrous et j'ai plus pu sortir à l'extérieur. Je n'arrivais plus à mettre le nez dehors. Une fois que je me suis renfermée, ben en fait, je pense que par mécanisme de défense, tu vois, j'ai fermé les portes de chez moi et j'ai plus pu sortir parce que j'avais peur de l'extérieur. J'avais peur qu'on m'accuse encore de trucs improbables. Et donc, j'ai commencé à tomber en dépression très sévère pendant 6 mois. Et je suis restée assise sur ma chaise pendant 6 mois, sans bouger, sans rien faire. Et ma vie s'est terminée. Ma première vie s'est terminée comme ça. Ça, c'était le premier trauma. Après quoi, si tu as des questions, n'hésite pas, hein, parce que là, je vais partir et j'ai peur de te faire déborder. J'ai peur de te faire déborder. Donc, voilà, 6 mois pendant lesquels ça a été une souffrance extrême, pour te dire la vérité. Une souffrance que je n'ai pas pu contrôler, des émotions que je ne savais pas gérer. En fait, je ne les connaissais pas. Cette situation-là, je ne la connaissais pas. Donc, je me suis retrouvée face à un niveau de stress juste. Je ne sais pas si on peut aller plus loin dans le stress, en fait. Je ne sais pas ce que c'est l'étape d'après celle-ci. Mais en tout cas, moi, je savais ce qui m'attendait si je continuais comme ça. C'est-à-dire, je pouvais continuer à vivre comme ça, c'était plus possible. Donc, oui, j'ai eu des idées noires. Oui, j'ai eu pensé en finir. Oui, je me suis dit que je n'arriverais jamais à surmonter ça, que je ne voyais plus demain. Mais les choses de la vie sont... En tout cas, la vie est bien faite quand on l'écoute. Et quand il y a des signes qui viennent nous chercher, il y a toujours moyen de remonter. Même si on croit qu'on est arrivé au bout, même si on croit qu'il n'y a plus d'issue, c'est pas vrai. Des issues, il y en a toujours quand on sait les voir, quand on s'autorise à les voir et quand on s'autorise à vivre, à sortir de ce cauchemar, quoi. Voilà. Tu vois, il y a la problématique et il y a la solution. Moi, j'ai eu la capacité ou la possibilité, l'opportunité de passer en mode solution. Très, très, comme un petit banc de puce, tu vois. Est-ce qu'il ne faut pas être à ce moment-là prêt à recevoir et à écouter? C'est-à-dire, il y a tout un chemin qui se fait vers où tu descends, et puis il y a un moment où tu es peut-être prête à entendre ou à voir certaines choses autour de toi et d'avoir la possibilité de t'en saisir. Absolument. Oui, je pense vraiment ça, c'est-à-dire dans le sens où il y a c'est une espèce de cheminement qui se crée. Mais en fait, il y a moi, je l'ai perçu en tout cas comme ça. Hein. Vraiment cette espèce de descente aux enfers jusqu'à aller le plus bas possible. Et une fois que tu es en bas, c'est là que tu te dis, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Planche une bonne fois pour toutes ou tu remontes. Et oui, il y a ce temps, mais j'ai envie de dire attention. Attention à ce temps parce qu'il peut jouer en ta faveur ou en ta défaveur. Il peut te servir ou te desservir. C'est facile de dire
Et je pense que c'est ça, moi, qui m'a vraiment sauvée. D'un moment, c'est de dire, OK, tu as voulu, en fait, ta façon de fonctionner, ça a été pour prouver que c'était toi la victime et pas la coupable dans cette histoire. Il y a eu 2 victimes, cette patiente décédée et toi. Et on ne m'a pas reconnue comme victime, on m'a reconnue comme coupable alors que j'avais rien fait. Ce truc-là, il va durer jusqu'à quand, en fait? Tu prends une décision à un moment de ta vie, tu décides un truc ou t'en termines et on n'en parle plus, quoi. Parce que là, non seulement tu te fais du mal, tu fais du mal à tout ton entourage. Enfin, en tout cas, moi, inconsciemment, je faisais du mal, je faisais souffrir autour de moi. Les gens mon entourage proche, mon mari, ma fille me voyaient descendre, me voyaient plus avoir goût à la vie, quoi. Et c'est horrible. Donc oui, je pense que c'est un cheminement qu'il faut du temps, que c'est important de se donner le temps, mais ce temps que l'on se donne, c'est aussi important de mettre une petite deadline dessus, tu vois, doucement, doucement, pour se dire, OK, je fais le deuil de cette situation, j'encaisse ce que je dois encaisser, je prends le temps de l'accueillir, mais après, on pousse. Mm. C'est-à-dire, après, on se relève. Je m'autorise j'ai le droit. Moi, je me suis octroyé un droit quand même un peu large, tu vois. Il a fallu que je fasse comprendre à la vie, aux gens, que, et il y a une deuxième victime collatérale ici, elle est là, tout le monde s'en fout en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on m'a dit c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous, vous n'êtes plus la coupable, bye bye, rentre chez toi. Mm. Moi, le mal était fait. C'est-à-dire ça a plié, mais littéralement plié ma vie en deux, quoi. Donc, voilà, oui, il y a ce temps d'adaptation, ce temps de... En fait, c'est un peu comme les étapes du deuil, tu vois. Mm. Il y a un peu le déni, puis après, il y a l'accueil, et puis après, tu vois, c'est une avancée comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. D'accord. Et du coup, il y a eu une impulsion, il y a eu des influences ou des rencontres qui t'ont permis de rebondir et de repartir. La rencontre avec moi-même, en fait. D'accord. C'était ça qui m'a sauvée, vraiment. En fait, tu sais, quand tu es dans cette situation-là, tu n'as pas envie d'écouter les gens. C'est le temps dont tu parlais tout à l'heure, c'est aussi celui où tu n'es plus attentive. Tu as mis des œillères, tu as mis des bouchons, tu veux plus voir, tu veux plus entendre, même si on va te motiver, on va te dire que allez, ça va aller mieux demain, etc. Moi, c'est le genre de phrase que je ne supporte plus, par exemple. T'inquiète, ça va aller. Mais en quelle année ça va aller? Tu restes comme ça? Non, ça va pas aller. Tu vois? Donc, il y a ce temps d'adaptation, comme tu disais. Et ce fameux déclic, le premier en tout cas, c'est la rencontre, la reconnexion avec moi-même pour pouvoir me reconnecter aux autres, pour pouvoir être à l'écoute des autres, D'accord. dans l'attention des autres. En fait, j'étais devenue lisse comme un galet, quoi. Tu pouvais me dire, j'avais plus aucune émotion, c'est dingue. Je n'avais plus aucune émotion. Tu pouvais me dire une catastrophe qui était arrivée, ça me faisait ni chaud ni froid. Tu pouvais me donner une mauvaise nouvelle, ça me faisait ni chaud ni froid. Une bonne, ni chaud ni froid, il n'y avait rien. Ça s'était vidé. Mm. Et j'étais coupée de mes émotions tellement c'était devenu fort, tu vois. Donc, oui, effectivement, la première des choses, c'est la reconnexion à soi. D'ailleurs, aujourd'hui, tu vois, pourtant, je travaille avec des entrepreneurs. La première chose que je leur fais faire pour débloquer leurs freins, etc., c'est se reconnecter à elles comme moi, je l'ai travaillé pendant des années. Mm. Aujourd'hui, c'est plus court puisque je connais le parcours. Donc, mais en tout cas, évidemment, c'est la première des choses à faire. C'est pas pour rien que je retransmets ça aujourd'hui. D'accord. Et du coup, ça t'a fait évoluer vers un autre métier. Tu as rebondi sur autre chose. Alors oui, dans la mesure où il n'était plus question pour moi que je sois responsable de la vie et du chemin des autres, Ouais. et qu'il n'était plus question que je travaille pour un patron, parce que pour moi, travailler pour quelqu'un était égal trahison, mensonge, c'était plus possible. C'est tellement aux antipodes de mes valeurs à moi, tu vois, honnêteté, clarté, intégrité. Et là, on est venu me frapper en plein à l'inverse. Donc, ben, je me suis dit, la seule façon de ne plus avoir de patron, c'est de devenir ton propre patron. De plus en avoir, ben, tu deviens le tien. Donc, ce qui s'est passé, c'est que oui, j'ai ouvert ma première entreprise. Donc, je te parle de ça il y a 2005, donc ça va faire 16 ans. 16 ans, oui, c'est ça. Et j'ai ouvert ma première entreprise. Pourquoi? Parce que dans la douleur de cette dépression, je m'ennuyais beaucoup chez moi et j'avais que mon ordinateur.
Mon mari travaillait, ma fille était à l'école, j'avais que mon ordinateur pour passer le temps. Donc, pour passer le temps, j'achetais des fringues. Et en fait, à force d'acheter des fringues, je me suis un jour posé cette question de me dire, mais qu'est-ce qui te prend? À quoi ça sert d'accumuler comme ça? À quoi ça sert? Pourquoi tu te venges en fait? Pourquoi cette volonté de t'habiller alors que tu restes à la maison, tu ne sors même pas? C'était ridicule. Et là, ça a commencé à me faire poser des questions. Je me suis dit, mais attends, si j'achète des fringues, c'est pour me libérer de quelque chose. C'est-à-dire, c'est pour activer quelque chose que je n'active plus. C'est une façon détournée de faire quelque chose que je ne fais plus. Mhm. Alors, je ne me posais pas les questions de cette façon-là à l'époque. Je n'étais pas du tout branchée développement personnel, mais pas du tout. Donc, je me les posais à ma façon. Et je me suis dit, mais alors, si tu essayes de combler quelque chose, un manque de quelque chose à travers le vêtement, ces femmes, il y a certainement d'autres femmes dans le monde qui sont aussi coincées chez elles, qui ne veulent plus sortir parce qu'on les a trahies et qui passent leur vie sur Internet. De quelle façon tu peux les aider? Qu'est-ce que tu peux faire pour les aider? Et bien moi, j'ai ouvert une entreprise où j'ai acheté des fringues, Ouais. mais des fringues qui pouvaient aider les femmes à se sentir mieux, plus belles, plus en puissance, plus en valeur, plus en confiance. Pas des fringues pour des fringues, tu vois. Donc, il y avait une mission derrière ça. Et cette mission, elle a duré 10 ans, jusqu'au moment où j'ai compris que j'étais plus, en fait, que je m'étais trompée de chemin, que c'était la sortie de ma dépression, de mon burn-out. Mhm. J'étais rentrée ailleurs, mais je m'étais un peu trompée de porte. D'accord. J'étais juste en erreur de porte, en erreur d'aiguillage. Donc, cette entreprise, elle a super bien marché. Il y a eu un très, très beau succès. Mais en fait, au plus le succès est monté et au plus moi, je suis redescendue. Parce que, au fond de moi, je me disais, waouh, attends, tu es en train de réussir, ça veut dire qu'il faut que tu continues là-dedans. Et moi, dans mon cœur, c'était pas là que j'avais besoin d'aller. Tu vois? Donc, comme je ne savais pas comment faire pour la faire couler, pour que ça s'arrête, j'avais pas le courage de couper une entreprise qui fonctionnait. Du coup, j'ai tout fait inconsciemment, pour qu'elle se casse la gueule et pour que je finisse par avoir un alibi pour la faire fermer. Sinon, je n'aurais pas eu le courage de le faire à l'époque. D'accord. Voilà. Et pourquoi je l'ai fermée? Parce que il y a eu, je te dis, la vie est juste magique. Il y a un moment où ça allait plus du tout. Je voulais plus recevoir mes clientes. On avait un site internet aussi. Je décrochais complètement. Je ne pouvais plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un jour, il y a une cliente qui est venue dans mon magasin, puisque l'entreprise internet était dans l'arrière-boutique du magasin. Donc, je faisais un peu la jonction entre les deux. Et une cliente, elle est venue. C'était une cliente que j'avais en tant que patiente à l'hôpital avant et qui m'a dit, tu sais, Hello, avant, tu soignais les corps. Et aujourd'hui, tu sais quoi? Tu soignes les cœurs. Tu devrais faire du coaching. Et là, elle m'a dit ça. Révélation, douche froide, connexion, vibration intense, mais physique dans mon corps. J'arrête ma journée, je dis à mon mari, ce soir, on vend tout. On arrête tout, je me forme au coaching. Mhm. Ok, allons-y, faisons. Voilà, et voilà comment ma vie de coach a commencé. D'accord. Ok. Et du coup, tu as une mission de vie parce que tu as aidé les femmes en fait pour s'habiller. Et puis aujourd'hui, en fait, tu aides encore toujours les femmes, des centaines de femmes, à redécouvrir leur vraie valeur pour se reconnecter à tu dis le Wonder Power, c'est ça? Oui. Alors, le Wonder Power, c'est quoi? Tu sais, on a tous, en fait, beaucoup de femmes et d'hommes aussi croient qu'ils créent leur pouvoir au fur Ouais. et à mesure. Et moi, je me suis rendu compte que ce pouvoir, cette puissance, on l'avait déjà en nous. C'est juste que notre chemin de vie, la construction, enfin, la vie qu'on nous montre, la vie sur laquelle on se construit, fait qu'on fracture, on effrite ce pouvoir. Et en fait, on le perd au fur et à mesure, ce Wonder Power, tu vois, cette super puissance, on la perd, alors qu'elle est déjà là. Et beaucoup font la confusion, croient qu'on n'a rien, qu'on est vide au départ, et qu'on crée cette puissance au fur et à mesure. Mais selon moi, en tout cas, dans ma vérité, pas du tout. Et donc, ce que je fais aujourd'hui, effectivement, c'est que ces femmes entrepreneurs qui n'arrivent pas à se développer, qui n'arrivent pas à se démarquer, qui n'arrivent pas à trouver plus de clients, c'est très souvent parce qu'elles ont
perdu la connexion à elles-mêmes, très souvent parce qu'elles ont perdu la connexion à leur pouvoir, à leur puissance, à leur potentiel. Ben, nous, ce qu'on va faire, c'est exactement ce que j'ai appris moi tout au long de ma vie, c'est à les reconnecter justement à elles-mêmes, à leur apprendre à se connaître, mais sur le bout des doigts, à connaître leur puissance, leur valeur, leur potentiel, leur différence, tout ça, pour qu'elles puissent se démarquer et effectivement trouver plus de clients, développer leur activité de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus légère en tout cas et beaucoup plus libre, tu vois. Et tu penses que dans notre société, les femmes ont besoin d'un accompagnement différent pour affronter les différentes problématiques qu'elles peuvent rencontrer? Alors, qu'est-ce que tu entendrais par accompagnement différent? Et un coaching ou un accompagnement différent par rapport aux hommes ou c'est une volonté Par rapport aux hommes? Oui. Alors, j'ai quelques hommes, mais je ne... Et la C'est moi. question suivante, c'est savoir, est-ce que si un homme venait te demander de le coacher, est-ce que tu l'accompagnes? Oui. Oui, mais c'est pas une question de prérequis ou quoi que ce soit. C'est que je me suis rendu compte au fil des années que si je prenais la totalité des hommes, la plupart se sentaient en confrontation avec moi. Parce que j'ai un yin et un yang qui sont en équilibre, mais en face d'un homme, ils se sentent en déséquilibre. Hmm. Du coup, je ne suis certainement pas la bonne personne pour accompagner tous les hommes. Hmm. Tu vois? Donc, qui je vais accompagner? Beaucoup d'hypersensibles, beaucoup d'hommes qui ont un sens de la créativité développé. En tout cas, les seuls hommes que j'accompagne sont des, et même les femmes, hein, très honnêtement, des hypersensibles, des HPE, des HPI, des zèbres. Voilà. C'est là, les 99,9% de ma clientèle sont comme ça, parce que je le suis aussi. Et forcément, ça crée du lien. On ne se connaît pas, mais on se comprend très rapidement. Tu vois? Donc, oui, bien sûr que j'accompagne très peu d'hommes, mais en tout cas, les hommes que j'accompagne, c'est toujours des expériences juste merveilleuses parce qu'ils arrivent à découvrir une partie d'eux-mêmes dont les femmes sont à la base plus conscientes, mais refusent, Ouais. ou qu'elles ne méritent pas, ou parce que ce super pouvoir qu'elles ont, ça leur fait peur, parce qu'on leur a toujours dit qu'elles n'étaient peut-être pas capables ou quoi que ce soit. Mais en fait, les hommes, ils en ont beaucoup moins conscience. Et quand ils découvrent ce dont ils sont capables, c'est juste explosif, mais dans le bon sens du terme. C'est juste magique, quoi. Voilà. D'accord. OK. Tout au long de ton parcours, est-ce que tu as rencontré des freins à ton développement une fois que tu as commencé à vouloir faire du coaching? Est-ce que tu avais des freins qui étaient intérieurs, qui étaient extérieurs, ou est-ce que c'était compliqué? Alors, je ris parce que ce n'est pas des freins que j'avais. C'était une boutique de freins, un camion 38 tonnes de freins, un pays de freins. Tu vois, je les avais tous. C'est-à-dire que quand je fais le topo de par quoi je suis passée, comment j'ai commencé, je me demande, je me demande comment j'ai pu porter autant de freins, de blocages, de peurs aussi longtemps avec moi. Et oui, bien sûr, tu parles de quoi? Autosabotage permanent, manque de confiance permanent, peur d'échouer permanent, peur de réussir permanente. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? Me sentir illégitime, me sentir escroc. Je l'avais suffisamment subi à l'hôpital pour que ça me remette une couche, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai eu peur qu'on me prenne pour un escroc, pour une menteuse, pour une, pour une traître, pour une... Voilà, ça m'a collé cette étiquette-là, je suis partie avec. Tu veux des freins? Demande-moi plutôt ceux que je n'avais pas. Ça aurait été beaucoup plus rapide. Tous. Et du coup, comment tu t'en es débarrassé? Tu es allé chercher des outils? Tu as Oui. travaillé dessus? Tu t'es fait Alors, accompagner ou... oui, absolument. J'ai demandé des accompagnements, bien sûr. Euh, j'ai aussi, alors, j'ai pas parlé d'outils, mais en fait, tu sais, il y a un truc qui se passe, c'est que ça paraît peut-être, c'est pas du tout sexy ce que je vais te dire, c'est pas du tout vendeur ce que je vais te dire, mais moi, j'incarne tellement ça. Et j'assume tellement ça que peu importe ce que les gens penseront ou diront, en fait, dans ma croyance, enfin, cette croyance est tellement forte que c'est grâce à ça que je casse les montagnes et que j'aide vraiment mes clientes et mes clients.
Et ça s'appelle l'authenticité. C'est tout bête, mais les freins, regarde un peu, on peut prendre n'importe quelle peur, n'importe quelle croyance. Si tu retournes à toi, que tu apprends à te connaître vraiment avec puissance et que tu oses montrer au monde qui tu es vraiment, je t'assure que tes peurs, elles dégagent, que tes blocages, ils dégagent, que tes freins, ils dégagent. Mais pourquoi? Parce que tu n'as plus d'attente, tu n'as plus à être quelqu'un que tu n'es pas. Tu n'as plus, tu n'as plus si tu échoues, ben en fait, tu auras pris la responsabilité de la prise de risque parce que tu te connais, parce que tu connais tes limites, parce que tu sais où tu peux pousser en illimité. Tout part de là, en fait. Évidemment, à côté de ça, travailler les croyances limitantes, moi, c'est le départ avec les peurs, tout ça, et la reconnexion à soi de l'accompagnement. Évidemment, c'est hyper important d'aller jeter un œil à ce que tu crois et qui devient ta vérité. Je vais te donner un tips là pour ta communauté. C'est te demander d'abord qui te l'a fait croire. Qui t'a fait croire ça? Ouais. Et quand tu réponds à ça, tu vas te rendre compte en fait que oui, c'est juste une croyance. C'est une pensée que tu as fait tienne et qui est devenue ta réalité. Elle ne t'appartient pas, elle appartient à celui qui te l'a fait croire. Rends-le lui. Il est temps. Rends-le lui. Et après ça, quand tu commences à démarrer sous cet angle-là, il se passe juste des trucs exceptionnels, incroyables. D'accord. Et donc, tu t'es formé du coup à la PNL ou à des choses comme ça ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Le plus fort de mes accompagnements ne viennent pas de mes formations ou quoi que ce soit. Et je te le dis très ouvertement et avec beaucoup d'aplomb, mais ça vient de mon expérience, de mon vécu, de comment moi j'ai géré le truc. Tout ce que tu peux apprendre en formation, c'est de la théorie. Tu ne peux pas faire rivaliser la théorie avec la pratique, avec l'expérience. Une théorie, c'est ce qui peut se passer. C'est ce qu'on t'a dit qu'il allait se passer. Dans la pratique, c'est rarement la même chose. Et tout ce que j'arrive de mieux à faire, c'est ce que j'ai traversé et ce que j'ai pu travailler moi et appliquer moi d'abord pour pouvoir le retransmettre ensuite. D'accord. J'ai rien contre la formation ou quoi que ce soit. Ben, moi, je fais des formations, je fais des accompagnements. Je vais pas cracher dans la, je vais pas tirer sur le, comment on dit, Sur la tirer sur. caravane qui passe. Voilà, voilà, Voilà. exactement, exactement. Mais évidemment que c'est trop important de faire la part des choses et de ne pas juste, je dis pas de ne pas faire confiance qu'à l'extérieur, mais je dis d'abord, fais confiance à qui tu es, écoute-toi, connais-toi. Euh, il y a tellement de choses qui partent de là. L'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Si tu es vide, que tu te considères comme une étrangère à toi-même, explique-moi comment tu vas avoir confiance en toi. Tu peux refaire 20 fois la même expérience. Si tu n'as aucune estime de toi, tu ne peux pas avoir confiance en toi. Si tu n'as aucune estime de toi, ce que tu vas faire, même si tu reproduis l'expérience et que tu l'as réussi, ça ne te rendra pas plus heureux parce que tu n'as pas d'estime de toi. Ça ne t'apportera rien de merveilleux. Tu ne vas pas célébrer parce que tu n'as pas d'estime de toi. Tu vois à quel point même une réussite peut être considérée comme un échec quand tu ne t'aimes pas, tu n'as pas d'amour pour toi et que tu n'as pas d'estime de toi. C'est juste dingue. Les dommages collatéraux que ça peut faire. Et tout part de l'intérieur. Je trouve que ce message est très fort et intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent dans des tas de formations et qui en fait oublient que c'est peut-être leur expérience et que de faire confiance dans ce qu'ils ont traversé et d'être authentique et tout simplement parler d'eux va permettre de les ouvrir au monde. Et je trouve que ce que tu fais, ce que tu dis là est vraiment fort comme message pour tout le monde, ma communauté, mais aussi toutes les communautés à mon avis. Ouais. Bah, Merci écoute, beaucoup pour ce message. mais je t'en prie, avec plaisir.
J'ai une question. Est-ce que le rapport temps-tâche à réaliser est actuellement très fréquemment dans notre société un facteur de stress? Comment tu arrives à gérer? Euh, Est-ce que tu as quelques conseils à donner? On voit qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent énormément de tâches et qui se rendent compte qu'en fait, la journée, ils n'arrivent pas à les faire toutes. Et du coup, il y a un stress qui monte. Et ils remettent les tâches encore. Ils disent, je vais faire ça demain. Mais demain, il y a encore autant de tâches et ils accumulent. Du coup, il y a un stress qui monte. Est-ce que toi, tu gères ça d'une manière particulière? Tu as une technique ou bien tu t'es mis des règles ou pas? Alors, alors, très rapidement, je suis une excitée de la vie. Je suis multitâche, c'est-à-dire que je ne sais pas, mon fonctionnement fait que je ne sais pas, euh, je m'ennuie très vite en fait. Donc j'ai besoin, mon cerveau a besoin de se nourrir de diverses tâches. C'est-à-dire que oui, je le dis, j'ai la possibilité de travailler sur une formation, puis 10 minutes après d'aller lire un bouquin, puis 15 minutes après d'aller me renseigner sur un truc que j'avais oublié de faire, etc. Par contre, oui, j'ai un agenda dans lequel, tu vois, je peux te le montrer. Bon, il est un peu bordélique, hein, mais je vais te le montrer. Je ne sais pas si tu vois. Ouais, je Voilà. vois. J'ai un agenda où je note mes coachings, mes impératifs, mes importants, mes objectifs. Si j'ai décidé, par exemple, là, je lance l'académie à la fin de novembre, je sais exactement toutes les tâches que j'ai à accomplir. Et oui, j'utilise un tableau d'organisation sur mon ordinateur dans lequel je dépiote étape par étape tout ce que je dois faire pour arriver à atteindre mon objectif. Et je les cale dans mon agenda en fonction de mes horaires. Tu vois, je travaille beaucoup, par exemple, en batch. C'est-à-dire que si je fais un truc, c'est une journée consacrée qu'à un truc. D'accord. Et ça me fait gagner beaucoup de temps. Mes coachings, j'essaie de les regrouper au maximum. Les appels pour des coachings en privé, c'est que le vendredi. Là, j'ai arrêté complet jusqu'à mi-janvier. C'est full, je ne peux plus prendre. Donc, j'enlève cette tâche-là. Et les tips, oui, c'est en fait, même si on est des créatifs, désorganisés, multitâches, etc., autodiscipline, c'est primordial. On ne peut pas laisser, on peut rester créatif et se sentir libre tout en étant structuré. Mm. Mais on ne peut pas se faire submerger par sa créativité au détriment de ses objectifs. Ça, on ne peut pas s'infliger ça, c'est pas possible. Tu vois, et quand tu parlais tout à l'heure de remettre à demain, donc la procrastination, etc., mon petit conseil, c'est déjà de vérifier que quand vous placez un objectif, que ce ne soit pas un faux objectif. Les trois quarts du temps, ce n'est pas un vrai objectif. Ce que j'appelle un faux objectif, c'est un objectif que tu essaies d'atteindre à travers la réussite de quelqu'un d'autre. Je m'explique rapidement. Je vois que Vincent a un succès fou dans sa formation. Il a réussi. Il a de super résultats. Et ben moi, je vais faire pareil. Mais si tu ne sais pas pourquoi tu veux le faire, parce que Vincent, quand il réussit, il connaît sa mission. Il sait pourquoi il a atteint ce résultat. Il sait pour qui. Et en fait, il n'a pas focalisé sur le résultat, Vincent. Il a focalisé sur ses intentions, sur la mission qu'il avait. De quelle façon il allait contribuer à aider ses clients. De quelle façon il allait les aider à avoir moins de stress, plus de sérénité, un meilleur sommeil, une meilleure alimentation. Tu vois le truc? Ouais. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah ben Vincent, il a fait une super formation, il a fait une super conférence, etc. Je veux faire pareil. Sauf qu'on ne part pas avec les mêmes équipages, on ne part pas avec les mêmes armes, mon coco. Tu veux faire pareil, mais est-ce que tu penses que tu vas atteindre les mêmes résultats sans avoir le pourquoi, sans avoir le chemin, sans connaître les étapes, sans savoir quelles sont tes intentions profondes? Parce que tu vois, atteindre des objectifs, c'est quoi? C'est pas atteindre un résultat, c'est comprendre le chemin pour l'atteindre. Mm. L'intention que tu mets dedans, ça fait toute la différence. Quelqu'un qui va atteindre un objectif avec l'obsession du résultat financier, je sais pas moi, tiens, j'ai un objectif, je veux faire 100 000 cette année. En fait, tu vas avoir l'obsession et tu vas pas savoir, tu vas dire, ben, je vais me débrouiller, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais faire 100 000. Alors, tu vas
tester une formation, puis un peu du coaching, puis un peu faire des conférences, tu vas écrire un livre, tu vas essayer un truc, ça va pas marcher, ça va vite te gonfler, tu vas arrêter, puis tu vas réessayer un autre truc, puis oh là là, mais pourquoi? Ben, parce que tu n'es pas aligné sur tes intentions. Ton intention, c'est gagner de l'argent, mais tu sais, tu n'es pas aligné sur le pourquoi. Tu n'es pas aligné sur tes intentions, tu n'es pas aligné sur ta contribution, tu n'es pas aligné sur pourquoi tu vas aider les gens. Et la conséquence sera que tu vas gagner 100 000 à la fin de l'année. C'est le résultat de ta contribution qui te fait gagner de l'argent. On ne place pas du tout l'intention au même endroit. Mm. Et là, je te parle d'argent comme je pourrais te parler de n'importe quel autre sujet. Mais un objectif reste un objectif. Tu vois? C'est-à-dire qu'il faut d'abord en fait savoir connaître ce qu'on veut et où on veut aller, le développer, être authentique avant de Pourquoi et pour qui? pourquoi et pour qui. Pourquoi tu veux Et, développer ce projet? Pourquoi tu veux développer, pourquoi tu veux atteindre cet objectif? Pourquoi ça te tient à cœur? Pourquoi tu sens que quand tu en parles, ça vibre à l'intérieur? C'est pas du tout pareil si je te dis ah ben moi j'ai décidé d'écrire un livre, tiens, je m'ennuie, je vais écrire un livre. Et deuxième version, ben moi tu sais par rapport à l'expérience que j'ai vécue à l'hôpital, je veux aujourd'hui partager à travers un livre la possibilité qu'on a de rebondir, même après une dépression, même après un burn-out. Tu sens qu'on change de terrain entre je vais m'écrire un livre parce que je m'ennuie et la mission qu'il y a dans le livre que je vais écrire, tu pars déjà vainqueur. Et l'autre, tu pars déjà loser, mais alors mes deux mains à couper. Tu vois? Voilà. Donc, oui, effectivement, connaître le pourquoi, connaître ta mission, savoir pourquoi tu fais les choses, après placer les intentions, créer un plan d'action, être calé sur les bonnes énergies pour pouvoir l'atteindre et après déployer, agir. Mais d'abord être. Le pourquoi, c'est être. et Et du le coup, comment. ne pas aussi avoir peur de donner sans attendre en retour immédiatement. Tu reçois toujours quelque chose en retour. Mm. Tu reçois toujours quelque chose. Tu sais, donner, en fait, on parle toujours de... Les gens ont l'habitude de donner à condition Ouais. de recevoir. Du coup, l'intention du don, elle est basée sur le retour. Mm. Et quand tu n'as pas le retour à la hauteur de ce que tu as donné, tu es déçu, tu es frustré, tu es malheureux, tu es dégoûté des gens. Ah, ben t'as vu, après tout ce que je lui ai donné, elle me rend rien. Ben, c'est normal, t'attendais quoi? T'attendais quoi? Tu lui as donné pour attendre un truc encore plus gros, il fallait lui dire avant. Moi, je te donne, mais à condition que j'ai ce retour-là. Communique, dis-le, demande-lui. A contrario, si tu donnes, en fait, il faut comprendre un truc, c'est que tout ce que tu donnes se multiplie en retour quand tu n'as pas d'attente. Tout ce que je donne, moi, là, la fête qu'on va faire sur Internet à la fin du mois, etc., qu'est-ce que, vraiment, je pourrais me dispenser de m'engager à aider gratuitement pendant 15 jours les entrepreneurs qui vont venir me rejoindre dans cette fiesta. C'est gratuit. Qu'est-ce que j'attends derrière? Pourquoi je fais ça? Parce que d'abord, je veux les aider. Ceux qui veulent rejoindre l'académie la rejoindront. Mais ma mission de départ, mon intention, c'est de les aider gratuitement. Et ceux qui sont attirés pour aller plus loin, ceux qui veulent aller plus loin, ils rejoindront l'académie. Mais mon intention, c'est pas là, dans cette fiesta de 15 jours, c'est pas de leur faire rejoindre l'académie. C'est de les aider à se développer gratuitement, du mieux que je peux. Ça s'arrête là. J'ai pas d'attente, je n'attends rien d'eux. Mais je sais que j'aurai des retours. D'accord. Tu vois? Très bien. Est-ce que la connaissance de ces réactions aux émotions est un facteur important? Par exemple, des alertes émotionnelles, est-ce que toi, tu es à l'écoute de ces alertes émotionnelles et est-ce que ces alertes te disent quelque chose et te disent, tiens, il faut que je fasse ça ou que j'aille par là? Est-ce que tu es dans ce type d'écoute? Alors, comme je te disais, je me suis très longtemps coupée de mes émotions. Et Ouais. encore aujourd'hui, et pourtant je te parle de ça, donc 2003, on est en 2021 bientôt, donc 17 ans après, je ne suis pas, c'est très étrange chez moi, je ne suis pas, il m'est resté une espèce de trace qui lisse mes émotions. Et je le sais d'où ça vient. Cependant, quand j'ai une émotion
vais parler des négatives, hein, parce que quand même, je ne suis pas débile. Les positives, ça va, j'arrive quand même à célébrer, je suis heureuse, ça se voit quand même. Mais quand il y a une vilaine émotion qui vient me chercher, comme la peur, la colère, n'importe laquelle, la tristesse, bien sûr que, selon moi, c'est connaître son émotion, l'accueillir. C'est la base de tout ce qui va se passer après. Si tu te laisses submerger par l'émotion, tu restes dans la problématique. Je suis triste, ah, je pleure, je reste allongée, ah, je pleure, je pleure, je pleure. En fait, tu n'es pas connecté à l'émotion. Tu subis la conséquence de l'émotion. Si tu es connecté à l'émotion, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que tu te connectes à elle, tu peux lui parler, tu peux l'accueillir, tu peux la comprendre et tu peux en faire ce que tu en veux. Tu peux la rabaisser, tu peux l'éloigner, tu peux l'annuler, tu peux la transformer, tu peux l'augmenter. Tu fais ce que tu veux. Mais évidemment, il faut la connaître, il faut s'y connecter à cette émotion. En fait, les émotions négatives, on les fuit. On fuit la peur, on fuit la tristesse, on ne veut pas. Si je te dis, viens, je vais te faire toute la journée une émotion de tristesse, une émotion de colère, je vais te mettre en colère toute la journée. Tu vas dire, mais ma fille, tu es complètement ravagée. Je m'en vais, je ne veux pas rester. Tu vois, alors que si tu sais comment tu peux gérer la colère, si tu sais que tu es en capacité, même si quelqu'un te met en colère en face de toi toute la journée, que tu es en mesure d'accueillir, que tu sais manipuler la colère, tu sais manipuler ton émotion, tu sais la gérer, il n'arrivera pas à te mettre en colère. Il n'arrivera pas à te faire peur. Il n'arrivera pas à te rendre triste. Parce que tu sais, tu connais l'émotion, tu t'es connecté à elle, tu sais comment on la, on la manipule, comment on arrive à la transformer, tu vois. Après, c'est encore quelque chose qui m'appartient. Je n'ai pas la science infuse ni la vérité absolue. Hein. Non, mais c'est intéressant ton message est encore une fois intéressant et percutant dans ce domaine. Si tu n'écoutes pas tes émotions, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas écouter les émotions qui sont inconfortables. Ils ne veulent pas y aller. Pourtant, c'est quelque chose qui doit leur parler et qui doit les amener peut-être à s'ouvrir à quelque chose et voir pourquoi c'est inconfortable. Bien sûr, Et beaucoup de gens le refusent. mais complètement. Et d'ailleurs, tu vois, petite anecdote, moi, ma première session d'accompagnement, quand je fais du privé, je l'appelle la session Kleenex. Mm. Et toutes mes clientes rigolent. Ah ouais, ouais, la session Kleenex, mon Dieu, mais pourquoi? Une fois qu'elles sont dedans, elles comprennent. Parce que le paquet, il ne suffit pas, normalement. Mais pourquoi? Parce que ce qu'elles ont fui, ce qu'elles ont nié, ce qu'elles ont enterré pendant des années, et moi, je suis obligée de le faire ressortir pour pouvoir l'enlever. Si ça reste enterré, nié, caché, elles vont continuer à vivre, à essayer de se développer sur ce terrain-là. Aucun sens, aucun. Si tu n'as pas réussi jusqu'à maintenant, c'est que tu les as toujours, ces émotions-là. Mm. Qu'elles te collent, elles s'associent toujours à quelque chose de très négatif. Et si tu ne les enlèves pas, elles ne se décolleront pas toutes seules. Donc, évidemment que c'est une condition pour moi sine qua non pour se développer personnellement ou professionnellement. Ça, c'est clair. Merci. Dans cette période de confinement, on va aller un peu à l'actualité de déconfinement. On observe qu'il y a beaucoup d'interactions entre surcharge mentale, stress, fatigue. Est-ce que tu penses que ça va permettre de développer de nouveaux concepts d'accompagnement pour les personnes qui sont impactées, ou les concepts sont déjà là et il va y avoir une modification de l'accompagnement via la technologie ou des choses comme ça? Eh bien, je suis mitigée dans ma réponse. J'ai envie de te dire un peu des deux. J'ai Ouais. envie de te dire que je pense que cette période de confinement, si dramatique soit-elle, par rapport au décès, aux patients en réa, etc., c'est pour ceux qui ont la chance d'être encore en santé, une période de réinvention. Ce chaos, il est pas là pour rien. Et c'est d'un chaos que naît la magie, j'ai envie de te dire. Et quand il se passe un truc comme ça, oui, je pense qu'il va y avoir de l'innovation. Je pense que le système d'accompagnement du mieux-être en général, pour le stress, etc., va forcément s'améliorer parce qu'il va s'adapter à une autre version du stress, Mm. à une autre version du trauma, à une autre version. Le Covid, c'est très particulier. Qui, à part un truc à l'époque, la peste ou quoi que ce soit, qui a vécu ça dans les dernières générations?
Mais personne n'a vécu un truc aussi laminant. Oui, il y a eu le sida, mais qui ne se répandait pas du tout de la même façon. Mais tu vois, à échelle mondiale, on voit que ce genre de truc, quoi. Mm. Bref, oui, je pense très, très, très sincèrement que cette période de confinement va développer de la nouveauté dans l'accompagnement et aussi transformer l'accompagnement actuel en quelque chose de beaucoup plus ancré. Ben pourquoi? Parce qu'adapté à une situation nouvelle aussi, Mm. forcément. Enfin, tu vois. Donc, et oui, après, les technologies, j'en sais rien, mais je pense que, encore une fois, ça sera un bel exemple d'ouverture à la nouvelle technologie ou à des nouveautés. Alors là, je ne pourrais pas te dire lesquelles, puisqu'elles ne sont pas encore là. Mais je pense que oui, ça servira forcément à quelque chose. Ouais, qu'il y aura une adaptation. Ce que moi je constate, c'est que quand il y a eu le confinement, en fait, il y a des gens qui ont eu une prise de conscience immédiate et d'autres pas du tout. D'autres qui ont eu une prise de conscience lors du déconfinement, qui ont dit où on est passé, par où on est passé, et d'autres qui sont complètement impactés maintenant avec ce nouveau reconfinement. Et on voit une prise de conscience qui est totalement différente en fonction des gens et du coup un stress général qui se généralise et qui augmente tout doucement en pression. Et je pense effectivement qu'il va y avoir de l'accompagnement peut-être un peu différent, mais ça nous fait penser à comment on peut les accompagner au mieux parce qu'il y a une distance, qui nous est imposée et que c'est pas toujours évident d'aller chercher la personne isolée si elle a pas une technologie. Après, tout dépend, c'est vrai, comment la personne prend le confinement. Il y en a qui le prennent comme, en conséquence, l'isolement, la solitude, perte de vie sociale, perte de repères, perte de travail, perte des habitudes, prendre de nouvelles habitudes. Bien sûr que c'est une source de stress pour beaucoup. Et pour d'autres, c'est une source de renouveau. D'autres sont très heureux d'être reconfinés, de travailler à la maison, de retrouver leur cocon, parce que c'est un moment de créativité. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais combien de personnes ont eu une espèce d'éveil spirituel pendant le premier confinement, se sont Ouais. réveillés spirituellement, ont compris que leur ancien travail, mais plus jamais ils y retourneraient, que la maison dans laquelle ils sont, plus jamais ils y habiteraient. Il y a eu une espèce d'éveil, de prise de conscience, comme tu dis, juste monumentale. Et là, on y retourne et tu verras qu'il y aura une deuxième salve d'éveil, spirituel ou pas, mais en tout cas d'éveil de conscience de ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Ce n'est plus possible de continuer à le vivre demain. Et, euh, et c'est juste incroyable. On parlait de stress, mais c'est juste incroyable comment on peut, alors je ne dis pas faire rayonner, mais comment on peut euh, répandre le stress quand on est sur un niveau élevé comme ça de mauvaises nouvelles, tu vois, tout se met en branle en fait, hein, les énergies se mettent en branle, ça tire vers le bas, le stress c'est comme un boomerang, hein. Il y en a un qui a le stress, il te stresse 100 personnes plus vite que le Covid même. Donc c'est une pandémie le stress, c'est devenu une pandémie et causée effectivement par le Covid et par plein d'autres sources, bien entendu. Dans quelques semaines, je vais interviewer le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Est-ce que tu aurais une question à lui poser? Il a beaucoup travaillé sur les morts imminentes Mais et je le connais tu le connais bien. bien. Tu aurais Ouais. une question à lui poser? Ouais, tu lui poseras pour moi, c'est-à-dire dans la prochaine interview. Quand je vais l'interviewer dans 2 semaines, je la pose pour toi, Tu la poses pour moi, mais en mon nom ou une question générale? en ton nom, Ça si veut tu dire que veux. moi, c'est une question personnelle que je vais lui poser, hein. Alors, tu veux me la poser en dehors de Pas l'interview? du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je vais déjà lui demander quand est-ce qu'il serait prêt pour faire une interview sur les EMI. Ça, c'est clair. Et deuxièmement, qu'est-ce qui a fait... Ah bah alors, je l'ai vu en conférence et tout ça, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
et en plus quelqu'un qui est très à contre-courant, qui lutte pour faire comprendre aux gens que ça existe. Et comme moi, j'ai fait une EMI, je, Mm. je, je, je me demande jusqu'à quand, enfin, jusqu'à quand les gens vont croire que c'est des mensonges, en fait. C'est très perturbant. Une EMI, c'est un moment très intime, très particulier, euh, très, euh, très particulier. Et, euh, et c'est hyper douloureux pour les gens qui ont vécu une EMI que les autres qui n'en ont pas vécu ne le croient pas. Tu Mm. vois? Donc, bah, j'aurais plein de questions à lui poser. C'est très délicat, en fait. Oui. Qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question? Mais tu en as besoin d'une, là, tout de suite? Non, 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 si tu en as une, tu pourras me la faire parvenir si tu veux. Mais comme j'avais lu, j'avais entendu que tu avais fait une EMI, Hum. et du coup, c'était pour voir si tu voulais lui poser une question particulière, et si toi, tu pensais que cet épisode dans ta vie a pu avoir une influence sur ton parcours. Mais carrément. Mais incontestablement. Je t'en ai pas parlé tout à l'heure parce qu'on parlait de stress et on est parti sur quelque chose de très terre à terre. Enfin, tu vois, on parlait des sources de stress, etc. Donc, je t'ai pas abordé le truc, sinon ça aurait duré 4 heures l'interview. Moi, ça me dérange pas, hein, mais c'est pour toi. Mais évidemment, c'est incontestable. Il y a un avant et un après le MI. Tu ne vis plus de la même façon, tu ne vois plus les choses de la même façon, tu ne perçois plus de la même façon. Euh, qui tu étais la veille de ton EMI n'existe plus clairement. Hmm. Clairement. Il y a un truc, une espèce de reprogrammation qui se crée où quelque chose s'est développé. Moi, j'avais 13 ans, donc c'est très vieux, très très vieux même. Mais évidemment, ça a changé tout dans ma vie. Je regrette qu'un truc, c'est de l'avoir faite à 13 ans. J'aurais préféré la faire plus adulte pour, euh, pour pouvoir comprendre les choses différemment. Et Mais mieux profiter du changement que ça provoquait. oui, parce qu'à 13 ans, tu te reçois, enfin en tout cas pour moi, tu te reçois dans la tête des informations et des choses à faire qui en tout cas n'étaient pas... c'était un peu chaud pour mon âge, quoi. C'était un peu chaud pour mon âge, tu vois, de comprendre tout ça et de me dire c'est OK. À tel point que je l'ai complètement mis de côté pendant des années. Je me suis reconnectée à ça beaucoup plus tard. Mais ça m'a suivi quand même. Mais ouais, oui, non, mais c'est l'EMI. Alors, je regrette de l'avoir fait trop jeune, mais alors, il y a un truc que je regrette pas, c'est de l'avoir fait tout court. Et si je devais en faire une autre demain, je pars direct. S'il n'y a aucun problème avec ça. D'accord. Et Rémi, je vais dire, c'est expérience de mort imminente pour ceux qui ne connaissent pas la Oui, pardon, oui, 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 oui. oui. Et donc, c'est pour ça que j'invite Jean-Jacques Charbonnier, parce que je m'intéresse aussi à ce sujet, entre autres. On arrive bientôt à l'heure, ça passe vite, et j'ai encore des choses. Et quelle est ton actualité? Alors, mon actualité. On finit, comme je te disais rapidement, hein, on finit l'année en beauté puisque j'ai décidé de déployer mon accompagnement privé sur un gros programme de transformation donc, qui va s'appeler la Wonder Business Academy, dans laquelle on va retrouver donc des entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques que celles que rencontrent mes clients en privé. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à développer leur business, ils font du statu quo, ils n'arrivent pas à se démarquer, ils s'épuisent à essayer de faire des trucs, ils achètent des formations, ça ne marche pas. Et à juste titre, on a compris pourquoi par rapport aux excellentes questions que tu as posées dans ton interview. Et donc voilà, et ce programme, en fait, c'est un programme de 16 semaines qui va s'étaler sur le suivi avec moi pendant plusieurs mois après, dans lequel on va aller étape par étape sur donc chaque étape de développement. Alors, je n'ai pas commencé à te sortir les étapes, mais bon, il y en a 8 et qui passent de l'être au faire et à avoir. C'est-à-dire, on va aller travailler l'être, on va aller travailler le système d'attraction énergétique et matériel, on va aller travailler les fondamentaux, on va travailler le personal branding, on va travailler le système de conversion, le site internet, les offres, les ventes, voilà, et l'organisation. D'accord.
J'avais oublié. Et voilà. Et donc, l'actualité, c'est pour fêter ce lancement, qui est le plus gros lancement que j'ai jamais fait, hein, la plus grosse Mhm. formation que j'ai jamais proposée. Eh bien, il va y avoir en avance, juste avant l'ouverture des portes, 15 jours de folie où je vais offrir du mieux que je peux, ce que je te disais, 3 masterclass, donc offertes avec un workbook qui a sorti à ça, que je vais travailler. Donc, je vais offrir des masterclass gratuitement, des Facebook Live gratuitement. On va travailler le workbook ensemble pour qu'un maximum de femmes et d'hommes entrepreneurs qui sont en galère avec leur business puissent avoir un max de clés avant de démarrer. Après, ils rejoindront ou pas, Dieu seul le sait. Mais en tout cas, mon intention, c'est de les aider au maximum là. Je suis vraiment dans le chemin pour les aider à créer un résultat et contribuer au maximum pour cette fin d'année. Et puis après, en 2021, il y a des choses qui seront forcément repoussées par rapport aux événements actuels. Donc, je n'ai rien à dire pour le moment, hein, puisque c'est du stand-by. Et puis, certainement de belles choses qui arrivent avec de la nouveauté, des choses que j'ai jamais encore faites. Forcément, ça vient me chercher. Il faut que je le fasse, mais je sais pourquoi. Bon. Donc, voilà, j'aime pas parler quand c'est pas entamé, tu vois le process, mais en tout cas, les idées sont là et les intentions aussi. D'accord, très bien. Est-ce que tu as un rêve pour aller plus loin? Mais ma vie est un rêve, c'est-à-dire que je crée mes rêves et quand il y en a un qui se termine, j'en crée un nouveau. D'accord, J'ai super. plein de rêves, j'ai plein de rêves, plein de rêves. Pouf, ma vie est Euro Disney. Voilà, j'ai plein de rêves. C'est comme ça. Oui, j'en ai plein, évidemment. J'en ai des personnels, j'en ai des professionnels. J'en ai pour mes clientes, j'en ai pour aider mes clients. Enfin, oui, oui, oui. Je ne suis pas à court. Tu voulais que je t'en dise quelques-uns ou c'est bon? Non, c'est bon, ça me va, c'est très bien. Ok. Ok, on arrive bientôt à la fin de notre entretien. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Bah, écoute, que j'ai trouvé ce moment avec toi particulièrement riche, avec des questions très pertinentes, très intéressantes. Euh, voilà, je me suis. J'espère que, en fait, ta communauté, toi, vous êtes enrichis de mes réponses, mais en tout cas, sache que moi, je me suis enrichie de tes questions, de tes questionnements qui étaient euh, vraiment alignés avec la personne que tu es, même si je te connais très peu. Mais je sens, je sens ton envie profonde de contribution. Je sens le cœur que tu y mets et le cœur que tu as. Et ça, c'est juste merveilleux. Donc, je voulais te dire merci pour ça. Ça sera mon mot de la fin. Ben, merci beaucoup à toi parce que tu as eu pendant cette interview des messages qui étaient quand même très forts et je te remercie pour ces messages. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. C'est toujours riche d'enseignements. Je suis sûr que ça va apporter une richesse à ceux qui vont l'écouter, j'en suis persuadé. Et merci pour ta générosité dans ces échanges-là. Bah, Je te souhaite écoute, une moi, bonne je te remercie. soirée. Bonne soirée. Merci Vincent. À bientôt. Au revoir, à bientôt.